comment dédramatiser l'erreur et en faire une étape normale de l'apprentissage. Voilà. Parce qu'on sait que l'erreur, elle est indispensable à l'apprentissage. Si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas apprendre. Moi, quand mes gamins ils font une bêtise, un problème, etc., je leur dis une erreur, je leur dis c'est super. Voilà, mais par contre, c'est super si vous apprenez de cette erreur. Si vous apprenez pas et que vous la répétez en permanence, là, c'est plus super. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement valoriser l'erreur. Alors déjà, la première chose, avant de valoriser, je pense, c'est de ne pas se focaliser que sur les erreurs. Déjà, je pense que c'est dur, hein. La première. C'est pas facile, parce que nous, encore une fois, on a envie de les aider à s'améliorer, et donc on met souvent le focus sur l'erreur. Regarde, une petite activité typique que j'ai fait, plein de profs font, et c'est normal, c'est une activité qu'on a l'habitude souvent de faire. Lisez le texte, alors, si on peut, souligner sur le livre, c'est pas toujours autorisé, et souligner tous les mots que vous ne comprenez pas. Et donc on commence à souligner les mots. C'est bizarre, non ? Pourquoi on met le focus sur les mots qu'on ne comprend pas ? Qui gênent la compréhension ou qu'on ne comprend pas. C'est pas pareil, on peut deviner ce que ça veut dire. Les mots bloquants peut-être. Les mots bloquants, souvent c'est ce que tu n'arrives pas à comprendre, souligne, et comme ça on va retravailler dessus et on va approfondir et découvrir davantage ce vocabulaire que tu ne connaissais pas ou que tu ne comprends pas. Mais du coup, ça veut dire qu'on met le focus sur l'incompréhension, alors qu'on pourrait très bien faire simplement tout à fait l'inverse. Souligne tous les mots que tu comprends dans le texte. Alors là, il se met à souligner des verbes, des ceci, des cela, plein de mots qu'il trouve dans le texte, tac, 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 tac. Il est en train de souligner des milliards de mots, de plein de mots. Waouh, j'ai souligné tout ça. Déjà, rien que ça. Je connais tout ça. Ça veut dire que ça, c'est ce que j'arrive à comprendre. Et maintenant, avec les mots que j'ai pas soulignés, est-ce que je peux répondre aux questions? Oui, parce que je vais faire des hypothèses. À partir de tout ce que j'ai compris, je vais réussir à faire certaines hypothèses. Alors, on peut entourer certains mots, effectivement, qui sont difficiles, et ensuite travailler dessus. Mais si, vous voyez, le point de départ, c'est la réussite au lieu d'être la difficulté, déjà, je trouve que ça évite le blocage et le français, c'est difficile, je comprends rien. Putain, c'est incroyable. Voilà. Et c'est juste un tout petit... Voilà, finalement, un tout petit déclic. Pourquoi je demande toujours le contraire, moi ? Pourquoi je demande toujours les mots que tu comprends pas, souligne, je t'explique après. Tu sais, c'est parce qu'on a vécu ça, en fait, nous-mêmes, autant qu'élèves. Ça veut pas dire qu'on est con. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on répète comment on a nous-mêmes appris. On a appris d'une manière et on est tenté de reproduire parce que ça a marché avec nous. On a réussi, regarde, on a un bon niveau, donc on se dit, maintenant, j'aimerais bien refaire. Et en fait, il y a certains mécanismes où ça peut être intéressant de s'interroger et de se dire, en fait, c'est positif, c'est pas positif, ça le bloque pas. Voilà, et être toujours un peu attentif finalement à ça. Voilà, donc ça, je pense, c'est la première chose. Et puis ensuite, alors, en formation, souvent, vraiment, moi, j'aime pas trop faire de théorie, mais quand même, pour voir un petit peu le fonctionnement, disons, de la motivation, il y a quand même quelque chose habituel, normal, qu'on arrive à identifier comme ça facilement, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose, à un moment donné, on va réussir, et cette réussite nous motive à essayer à nouveau. On est d'accord, c'est simple. Sauf que ce cercle vertueux-là, il y a plein d'embûches qui le cassent en permanence. Et j'essaye, je réussis, mais non, j'essaye, je rate, j'essaye, je rate, j'essaye, je rate. Et comme je rate une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, au bout d'un moment, je finis par me dire, le français, c'est nul. Le français, j'aime pas. C'est difficile. Parce que c'est difficile d'aimer quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est là où on peut se poser la question, comment faire pour que l'élève ne soit pas dans ce mécanisme permanent de rater. Ça, nous, autant que profs, c'est très important de travailler sur des activités différenciées où on va lui proposer certaines activités plus simples pour éviter d'être toujours dans ce blocage. Cet élève qui était loin derrière sur l'autoroute, si on lui propose une activité au niveau où on est actuellement sur l'autoroute, bien sûr qu'il ne va pas réussir. Parce qu'il a encore un chemin à parcourir avant d'y arriver. Donc on va adapter nos activités, les transformer. Pour tout le monde ? Non, pour certains élèves qui ont plus... C'est compliqué. Pas tant que ça finalement. Moi souvent je fais des activités 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et ils se challengent en fait. Je ne comprends pas 1 étoile. Alors 1 étoile c'est une activité très simple. Aujourd'hui, en plus, avec l'IA, c'est quand même assez facile à transformer des activités pour les rendre plus simples, plus complexes, ou travailler des aspects plus ou moins détaillés, par exemple, du point grammatical. Tu vois, si je te dis la négation,
Une étoile, ce serait quoi? La négation, une étoile. Bon, là, la négation, ça serait vraiment ne pas, par exemple. Ouais. Mais avec 2 étoiles, on pourrait avoir ne plus, ne jamais, ne rien. Et sur le passé composé. Sur le passé composé, on n'aurait que l'auxiliaire. On n'aurait que l'auxiliaire avoir, parce que c'est le plus simple. On n'aurait que les participes passés en ER. Et puis sur du 2 étoiles, là, on aurait déjà d'autres participes passés. On aurait l'auxiliaire avoir ou être. Il faut comprendre quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Et du coup, les élèves, comment ils se sentent aujourd'hui avec le passé composé? C'est difficile. Je vais prendre une étoile. OK? Et je vais voir comment je me sens avec ça. OK, là c'est bon, j'ai réussi. J'ai mangé. J'ai mangé, voilà. J'ai mangé une pomme, c'est une étoile. Voilà, c'est ça. Je ne mange plus, 2 étoiles. Voilà, exactement. Et du coup, et même, il y a des jeux, des jeux de société qui existent comme ça, où dans le groupe, on se challenge en disant comment tu te sens sur ce thème. Alors, c'est pas du FLE, mais on l'adapte. Ah, d'accord. Comment tu te sens sur ce thème? Chaude. Tu t'es dit, tiens, sur le thème des animaux imaginaires, là, tu vois, sur le thème de, je sais pas moi, sur le thème de la préhistoire, j'en sais rien. Ouais. Sur le thème de la préhistoire, allez, je me sens balèze. Je vais prendre du 4 étoiles, d'accord? Et si je prends la question 4 étoiles qui était plus complexe que la 3 ou la 2 étoiles, eh bien, je vais pouvoir avancer plus loin dans le jeu. Okay. Je vais avancer de 4 pions. Alors que si je prends une étoile, je me dis, je me sens pas trop fort, je vais prendre qu'une étoile. Mais je vais avancer que d'un seul pion. Voilà. Et donc, ce type de démarche-là, ça peut être des points, ça peut être des notes, ça peut être ça peut être plein de choses. Mais l'idée, et même si c'est pas noté, même si tout le monde est noté pareil, l'idée, c'est de se dire, l'élève par lui-même n'est pas dans cette posture d'être tout le temps en train de faire des erreurs, parce que ce qu'on lui demande n'est pas adapté à son niveau actuel dans le cours, voilà. Ou à ses hobbies. Ou à ses hobbies aussi, bien sûr. Voilà, mais là on est en train de partir un peu sur la pédagogie différenciée. Mais c'est pour moi c'est super intéressant. c'est super intéressant de comment tu te sens avec ça. Bah vas-y, tu prends. Tu vas faire celui-là ou celui-ci. Mais du coup, un prof, il doit avoir une botte secrète. Il doit avoir 1 milliard de ressources avec lui. C'est vrai qu'il doit avoir un bon prof, alors, tu vois. Il y a des méthodes qui proposent déjà ça. Par exemple, là, la dernière méthode qu'on a écrite chez Éclat International pour les ados qui s'appelle GEM. Ouais. On a ce qu'on appelle qui cartonne. Ouais. On a un cahier d'activités, un cahier de diversité où toutes les activités du livre existent en 1 étoile, en 2 étoiles et directement, c'est déjà fait. Le prof n'a plus qu'à donner les activités complémentaires. Pourquoi vous avez fait ça? Pour que justement ça n'existait pas avant. Il y avait quelques ici chez Clé, il y en a déjà eu d'autres avant. Cette technique, on l'avait fait avec jus d'orange aussi, une méthode pour les enfants il y a quelques années. Donc, et je trouve que c'est vraiment important pour l'inclusion, pour vraiment que tout le monde puisse être actif dans le cours, de s'adapter à ça. Mais encore une fois, même si on ne travaille pas avec une méthode qui le propose, on peut prendre son manuel, son activité, proposer à l'IA, demander à l'IA de transformer en QCM, de travailler que sur un auxiliaire, etc. Et on a ensuite des photocopies. On a le livre, ça c'est le niveau normal. Et puis ensuite, on a un niveau supérieur pour ceux qui ont déjà tout fini et un niveau un peu plus bas pour ceux qui galèrent. En fait, pour pas frustrer les élèves, faut anticiper le fait de ne pas répéter les erreurs. Bien sûr. En fait, faut soit faciliter le truc au début et le rendre un peu plus complexe. Il ne faut pas que l'erreur soit permanente. Regarde, je te donne un autre exemple personnel. Dans une autre vie, quand j'étais très jeune, j'ai essayé de faire du surf dans l'eau. Je suis très mauvais en surf, je ne suis pas taillé comme un surfeur. Ça va. J'ai essayé. Mais j'étais nul en surf. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, déjà, monter sur un surf, c'est déjà quelque chose. Tu vois, il faut savoir réussir à monter. Et une fois que j'ai appris à monter sur le surf, debout, eh bien, il faut tenir sur le surf. Mais moi, je tombais tout le temps. Je tombais 1 fois, je tombais 2 fois, je tombais 3 fois. Au bout de la 15e fois de tomber à l'eau, alors que je venais tout juste de me lever, je finis par dire, c'est nul le surf, j'aime pas le surf, j'ai pas envie de faire de surf. D'accord ? Et le prof a eu une bonne idée, il a commencé à me chronométrer. D'accord ? J'ai réussi à tenir 1 seconde. Je dis, waouh, t'es tenu 1 seconde. C'est pas beaucoup ? C'est pas beaucoup. Essaye. J'ai tenu 3 secondes. Puis un peu plus tard, j'ai réussi à faire 5 secondes, 10 secondes. Quand j'ai fait 10 secondes, mais j'étais, waouh, j'ai tenu 10 secondes sur mon surf. Mais alors qu'avant, je tombais tout le temps. Qu'est-ce qui m'a motivé ? Qu'est-ce qui a fait que, waouh, finalement, j'aime le surf ? De me rendre compte de ma progression. De me rendre compte que j'ai réussi à tenir petit à petit, un petit peu plus. C'est pas des notes. La note, on a des bonnes notes ou on a des mauvaises notes, mais l'idée de se rendre compte qu'on progresse, de se rendre compte
que on s'améliore. Ça motive l'élève. Et ça permet de revenir sur ce fameux cercle vertueux de je me motive parce que je réussis et ma réussite augmente encore ma motivation et mon envie de réessayer une deuxième fois. Mais pour ça, il faut découper les tâches en tâches plus simples ou en plusieurs petites tâches. Et comme ça, étape par étape, on augmente le nombre de réussites et on finit par se rendre compte d'une certaine progression. Ok. Voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Et après, ce que je te disais, c'est le fait de valoriser les erreurs des élèves. Une erreur est positive. Non seulement, on se focalise pas sur les erreurs, mais quand il y a une erreur, essayons de la voir comme quelque chose de positif. Comment est-ce qu'on peut faire ça très concrètement ? Alors, une petite technique toute simple qui fonctionne vraiment bien, c'est donner des petits papiers, tu vois, comme tu fais toi là, des petits papiers blancs comme ça. On les donne aux élèves et on leur donne aussi 2 pochettes plastiques, tu vois, celles qu'on met dans les classeurs. Ouais. Et à chaque fois qu'un élève fait une erreur, je sais pas, il a fait une erreur de terminaison à l'imparfait par exemple, il s'est trompé là avec le A-I-E-N-T, là c'est galère, et il n'arrive pas. Dans son texte, il va relire son texte, et il va se rendre compte qu'il a fait telle et telle erreur. Okay. Ouais. Bah, cette erreur, il va l'écrire. Il va réécrire sa phrase correctement et il va écrire son erreur, il va la souligner à côté, d'accord ? Et il va mettre cette erreur dans la pochette erreur. Okay. Et à un autre moment, il va avoir un autre écrit à faire et cette fois-ci, eh bien, il se rend compte que il a écrit A-U-N-T correctement ici, là, que c'est quelque chose qui maintenant... il n'a plus eu d'erreur particulièrement sur cette terminaison-là. Donc, il va sortir cette erreur de la pochette erreur et il va aller la glisser dans la pochette réussite. D'accord ? Donc, il a 2 pochettes de cette manière. Et comme ça, il se rend compte que c'est des vases communicants parfois. Alors, parfois, après, il refait des fautes. Oh, c'est la même. Oh, finalement, je l'ai remise. Allez, je la remets. Ça devient un jeu. Je l'ai remis dans la pochette erreur. Allez, je l'enlève, je la remets. Mais au bout d'un moment, à force de faire ça, il visualise cette erreur, il l'identifie et il veut la laisser dans sa pochette réussite. Donc, c'est bon, il va terminer de faire cette erreur-là. D'accord ? Et comme ça, avec différentes erreurs récurrentes, on arrive à les placer dans des pochettes réussite. Plus tard, on a un examen. Ouais. Moi, je dis toujours à mes élèves, focalisez-vous sur les erreurs habituelles que vous faites quand vous faites une relecture. Faites une relecture ciblée. Vous savez vos erreurs. Vous savez que souvent vous oubliez le pluriel, que souvent vous avez encore des difficultés avec ci, avec ça. Et donc, quand vous faites une relecture, essayez de bien penser à vos erreurs habituelles et pour faire une relecture ciblée. D'accord ? Là, c'est facile. Ils ont dans la tête, parce qu'ils ont mis dans leur pochette erreur, ils savent quelles sont les erreurs qui restent dans cette pochette depuis super longtemps. Ils connaissent davantage leurs erreurs et donc ils arriveront à se relire et à éviter de les refaire et surtout en les identifiant bien au départ. Je pense que cette identification de l'erreur, cette compréhension de l'erreur, elle est indispensable pour avancer. Si on ne comprend pas son erreur ou si on ne prend pas le temps de s'y intéresser, on va la répéter 1000 fois. C'est pas grave si la pochette est super grande. Non, pas du tout. Je crois que le niveau de nos élèves ou les erreurs que font nos élèves, les erreurs que répètent nos élèves, c'est un peu le résultat de notre enseignement. Aussi, bien sûr. Mais après, comme les réussites, hein. Bien sûr, comme les réussites. Mais il y a tellement de diversité dans un cours d'élèves, de manière d'apprendre, de cerveau, de capacité d'attention, que on peut pas non plus se jeter la pierre sur nous-mêmes. Mais t'as pas une méthode qui marche à tous les coups? Non, ça n'existe pas. Non. Il n'y a pas de méthode qui marche à tous les coups. Il y a des petites astuces comme ça, des petites techniques qui leur permettent de les aider. Enfin, ça, finalement, cette technique-là, c'est un peu apprendre à apprendre. C'est identifier ces erreurs, essayer de les mémoriser mieux en les manipulant. Je l'écris. Déjà, rien que le fait, je sais pas toi, mais moi, parfois, je fais des listes de choses à faire et je regarde plus du tout mon agenda parce que juste de l'avoir écrit, je l'ai déjà mémorisé. Donc, cette erreur que j'écris quelque part et que je place dans la pochette erreur, ça m'aide à la mémoriser, à comprendre que j'ai fait cette erreur-là. Et la prochaine fois que je vais écrire à IENT, j'aurai le souvenir que je m'étais corrigé, je l'avais écrit, je l'avais placé. Et donc, ça va me revenir. Et c'est ça qui va m'aider à ne pas écrire la même erreur. Voilà. Je pense que ça, ce sont des petites techniques. Mais il n'y a pas de solution miracle qui fait que tout d'un coup, tout le monde réussit. Tout le monde capte. Et puis, ça sera chacun à son rythme, chacun à sa manière.
C'est ça la réalité d'une classe, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Mais finalement, l'idée, c'est que les élèves se disent, il y a une petite citation que j'aime bien, qui dit « J'ai tellement appris de mes erreurs que je pense en faire encore quelques-unes. » Voilà. Tu vois, si l'élève arrive à se dire ça, eh ben, c'est qu'il a réussi à dépasser sa peur de l'erreur, du ridicule. Il faut normaliser les erreurs. Normaliser, exactement. C'est ce que je te dis avec mes enfants. Ben, c'est génial. Tu t'es trompé, tu as fait une erreur, tu as eu un 0, ben c'est excellent. Comme ça, tu vas comprendre maintenant qu'est-ce que tu as vécu là. Et si tu n'as pas envie de le reproduire, ben, tu as déjà une première expérience et tu vas pouvoir t'améliorer une deuxième fois. Voilà. Et même pareil avec une bêtise, avec un truc qui fait mal. C'est normal, la perfection, elle n'existe pas. Le prof n'est pas parfait. Le prof n'est pas parfait. Donc comment on peut demander à nos élèves pas parfait dans tout. Dans le parler, tu parles? Dans le parler, dans le français, dans notre manière d'enseigner, dans tout. Donc, on demande aux élèves, ou parfois certains élèves s'exigent eux-mêmes la meilleure note, le 10 sur 10, le 20 sur 20, alors que cette perfection n'existe pas. Et souvent, dans le système de notation, on enlève des points. Tu as fait une erreur, je t'enlève un point. T'as refait une erreur, je t'enlève un point. Moi, en dictée, j'avais des moins 14 quand j'étais au collège, parce que à force d'enlever des points, je me retrouvais en négatif. Alors ça, c'est super déprimant. En fait, les bons mots que t'écrivais te rapportaient rien. Me rapportaient rien, exactement. Alors que on était tout le temps dans enlever. Et un jour, je lisais un article, je me rappelle plus le nom malheureusement du didacticien, autrichien, il me semble, qui disait et si on transformait cette évaluation comme des jeux vidéo où on gagne des points. Tout le monde commence à 0. Et à chaque fois que tu réussis quelque chose, tu augmentes et tu as 1 point, 2 points, 3 points, etc. Il y en a, ils vont arriver à 350 points. Il y en a, ils vont arriver à 75 points. Pas à moins. Pas de score négatif. Déjà, pas de score négatif. Mais même si toi, tu as eu 75 et le camarade à côté a eu 350, certes, tu vas te comparer, tu vas te dire « Ah, c'est un peu nul, j'ai eu que 75. » Mais j'ai eu 75. J'ai réussi 75 pièces d'or que j'ai ramassées dans mon jeu vidéo. D'accord ? C'est ce que j'ai réussi à capter, ça 75 points dans mon cours de français. Plus tard, j'aurais envie de mettre un challenge et de me dire j'aimerais bien passer l'étape des 100 points pour arriver au niveau 2, toujours dans l'idée du jeu vidéo. D'accord ? Et donc, comme ça va motiver davantage les élèves. Au lieu d'enlever des points, peut-être se dire est-ce qu'on ne pourrait pas en mettre des points. Voilà. Et dans les systèmes d'évaluation des profs, même pour le DELF, il y a vraiment des techniques différentes. Ah, je vais lui enlever ça. Qu'est-ce que je lui reproche ? Ou alors l'autre prof qui va dire ah tiens, je trouve que il a bien réussi ça, il a bien réussi ça. Du coup, je vais lui mettre des points. C'est vraiment des philosophies. Dans le DELF, on fait pas que d'enlever des poinns. Non, on fait les deux. Justement, il y a vraiment. On regarde aussi ce qui est bien. Il y a vraiment les deux. Ouais, tout à fait. Ça compense un peu le. Et puis il n'y a pas que la grammaire. Excuse-moi. Il n'y a pas ceci. Je suis enrhumé. Tu disais. Il n'y a pas que la grammaire, il n'y a pas que le lexique. Dans le DELF, c'est ça qui est intéressant. C'est que la capacité à savoir s'exprimer est très bien évaluée en proportion avec le purement linguistique. Avec les structures, tout ça. Donc, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur les sur les erreurs, on est bon. Il y a beaucoup de choses à dire sur les erreurs. Je vous le dis, on se concentre trop sur ce qu'ils font de mal. Mais l'idéal dans les cours, c'est vraiment de s'attarder sur ce qui a été bien fait et surtout leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont mal fait et plus tard leur faire prendre conscience qu'ils l'ont refait mais qu'ils l'ont bien fait. Je ne sais pas si j'explique bien l'idée de la pochette. Non. Non, en fait, qu'ils ont réussi à identifier leurs erreurs et qu'ils ont identifié le fait qu'ils ont finalement vaincu en quelque sorte cette erreur et qu'ils l'ont passée dans la pochette réussite. Exactement. Exactement. En fait, c'est ça, c'est l'idée. En fait, c'est vraiment de normaliser un peu les erreurs. C'est pas une fatalité. Il faudrait plutôt noter ce qui est bien, donner des points et pas forcément. Mais il y a eu beaucoup de choses et j'avais encore plein de questions, mais la vidéo elle va durer 150 ans en fait. Faut que tu viennes dans mon studio, là il y a toutes les batteries et tout. Mais c'est bien, moi j'apprends des trucs là. Ok, ça fait plaisir. Franchement, j'apprends plein de trucs. Il y a plein de trucs sur lesquels ça va, je me dis que je suis pas trop largué. Mais il y a peut-être des trucs sur lesquels il faudrait que je fasse gaffe un peu. Alors maintenant, on a le corps, c'est ça ? Ouais. Alors le corps, comment utiliser le corps pour ancrer le vocabulaire, les émotions, les intentions de communication ?
finalement, apprendre avec le corps. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, on se dit on apprend avec la tête, pas avec le corps. Mais en même temps, on se rappelle tous un peu.